Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo bonus. Comme je disais dans ma vidéo sur les aliments ultra transformés, que je t'invite à regarder avant de regarder la présente, je diffuse l'entièreté de l'interview que j'ai réalisée avec Anthony Fardet. Ça va durer environ 1 heure, mais il y a des choses qui sont super intéressantes et j'ai chapitré bien sûr toutes les questions. Donc tu pourras tout retrouver dans la description. Merci vraiment beaucoup à Anthony Fardet d'avoir participé à cette vidéo, surtout pour une chaîne balbutiante comme la mienne, c'est vraiment super gentil de faire profiter de ses connaissances et de son savoir. Merci vraiment beaucoup. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage et on se retrouve à bientôt pour des nouvelles diététiques. Pourriez-vous vous présenter et présenter votre démarche ? Oui, alors, je m'appelle Anthony Fardet, je suis chercheur en alimentation préventive, durable et holistique. Je suis de formation ingénieur agroalimentaire. J'ai un doctorat en nutrition humaine de l'université d'Aix-Marseille en 98 et je suis ingénieur agroalimentaire de l'AgroParisTech en 92. Et aujourd'hui, ça fait 23 ans que je fais de la recherche à l'interface alimentation-santé, avec un focus, un fil rouge pour mes recherches depuis 23 ans, sur le lien entre transformation des aliments, leur effet matrice et l'impact sur la santé. Aujourd'hui, mon sujet de recherche, c'est le lien entre le degré de transformation des aliments et l'impact sur le potentiel santé de l'aliment, donc de façon très générique, systématique pour tous les aliments, avec un focus sur les aliments ultra transformés, notamment leur caractérisation, et ceci dans le cadre de l'alimentation durable et holistique. Alors, d'abord, l'alimentation préventive, c'est de générer des connaissances qui puissent être ensuite transposables dans la société pour vivre longtemps en bonne santé. Durable, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus manger seulement pour notre bonne santé, mais pour celle de la planète. Donc, c'est important. On ne peut plus maintenant s'affranchir de la dimension environnement, bien-être, biodiversité animale. Les deux sont liés. Et heureusement, bien manger est positivement associé à la santé de la planète. Et puis aussi, pourquoi holistique? C'est le mot fondamental, mais je pense qu'on y reviendra. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a privilégié une approche réductionniste, c'est-à-dire réduire l'aliment à une somme de nutriments et réduire le potentiel santé de l'aliment au potentiel santé de ses nutriments. Et on va voir que ça n'est pas le cas et qu'il faut revenir à une approche plus holistique à la fois de l'alimentation, c'est ce que nous, on a défini dans la règle des 3 P végétal, vrai, varié, et à une approche holistique de l'aliment, c'est-à-dire considérer l'aliment dans sa complexité et prendre en compte non seulement la composition, mais aussi la matrice de l'aliment, c'est-à-dire le fruit, le fruit des interactions entre les nutriments, donc c'est-à-dire la prise en compte, et je terminerai là-dessus, la prise en compte en fait du lien entre les parties. C'est-à-dire que l'approche holistique, imaginez un système complexe, tout système complexe, que ce soit le corps humain, un aliment, un paysage, peu importe, c'est toujours la même chose, ce sont toujours des parties qui sont reliées entre elles. Le réductionnisme s'intéresse aux parties isolées, les quantifie, essaye d'en décortiquer les mécanismes. Donc, par exemple, dans l'aliment, on s'intéresse aux glucides, aux protéines, aux lipides, aux antioxydants, aux minéraux. Et on va chercher à les quantifier, les besoins du corps humain, le devenir métabolique de ces parties. À l'inverse, mais en complément, l'approche holistique, elle va s'intéresser entre les liens, va s'intéresser aux liens entre ces parties. Et donc, quand on s'intéresse aux liens, on s'éloigne un peu d'une approche quantitative et réductionniste pour aller vers une approche plus holistique et qualitative. Parce que quantifier un lien, c'est pas la même chose que de quantifier une partie. Et souvent, ça obéit à des règles plus qualitatives. Voilà, donc l'approche holistique va plutôt s'intéresser au système dans sa complexité, le réductionnisme aux parties isolées. Mais les deux approches sont complémentaires et l'une ne doit pas exclure l'autre, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, ce réductionnisme nutritionnel est trop dominant et montre ses limites. Il est un peu à bout de souffle aujourd'hui. Donc voilà, le cœur, on va dire, philosophico-scientifique et le fondement de ma démarche en tant que scientifique aujourd'hui en alimentation préventive, durable et holistique. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux aliments ultra transformés ? En fait, c'est venu... je ne me suis pas intéressé directement aux aliments ultra transformés. C'est venu dans ma réflexion sur les approches holistiques et réductionnistes de l'alimentation que je mène depuis 2011, donc ça fait 9 ans.
Et si vous voulez, dans cette réflexion sur le réductionnisme qui consiste à se focaliser beaucoup trop sur les parties de l'aliment, les nutriments, je suis tombé sur les travaux de Carlos Monteiro en 2013, qui est donc un épidémiologiste brésilien, un chercheur brésilien qui a développé le concept d'aliments ultra transformés. Et si vous voulez, là, il y a eu une connexion qui s'est faite parce que j'ai compris que ces aliments qui sont fractionnés, puis ensuite des recombinaisons d'ingrédients et d'additifs, étaient le symbole ultime de cette pensée réductionniste qui dit que finalement, si les liens entre les nutriments ne sont pas importants, eh bien, on peut bien déconstruire les matrices alimentaires, on peut bien en isoler les parties, et ensuite les recombiner ensemble avec des additifs, moult additifs, notamment cosmétiques, pour modifier goût, couleur, arôme et texture, donc les aliments ultra transformés. Et donc, j'ai fait ce lien entre l'approche réductionniste extrême et les aliments ultra transformés qui symbolisent cette pensée à l'extrême. Et aussi, j'ai été inspiré par les travaux de Georgis Krinis, qui est un ancien chercheur australien de ma génération, et qui, à ce jour, est celui qui a probablement fait la meilleure analyse au niveau mondial de cette approche réductionniste et de ses conséquences délétères dans l'alimentation. Et donc, voilà, j'ai fait cette connexion, et comme la transformation m'a toujours intéressé, depuis 2013, donc je travaille plus spécifiquement sur les aliments ultra transformés. Donc, on a commencé à publier sur ce sujet dès 2014, notamment avec Carlos Monteiro dans la revue World Nutrition. Et puis, de fil en aiguille, on a continué la réflexion, mais moi, je ne suis pas épidémiologiste, donc on a plutôt travaillé sur l'aliment, sa caractérisation, ce qui a donné lieu à quelques papiers en 2016, 2017, 2018. Et puis, en a collaboration avec la start-up SIGA, qui est une start-up dédiée à l'ultra-transformation, à sa caractérisation, et qui a développé le score SIGA du degré de transformation des aliments. Voici l'historique de ma démarche. J'ai défini l'effet matrice dans ma précédente vidéo. Est-ce que ma définition est juste ou pourriez-vous la compléter ? Oui, c'est ce que vous dites est juste. On peut compléter. Alors, en fait, avec un collègue chercheur, le Dr Rock, on a redéfini le potentiel santé de l'aliment sur la base des dernières données scientifiques. Et on l'a redéfini comme la combinaison des effets composition, qui est connue, et de l'effet matrice. Donc, c'est une combinaison de ces deux composantes. Sauf que la matrice, elle vient avant la composition, c'est-à-dire c'est la matrice qui va gouverner le devenir métabolique, physiologique des nutriments dans l'organisme. Alors, la composition est intéressante pour lutter contre les maladies de déficience. C'est cette approche réductionniste qui a été utilisée au XIXe siècle, au XXe siècle, ce qui a permis de lutter contre la pélagre, le rachitisme, le beriberi, le scorbut, qui sont toutes des maladies de déficience qui peuvent mener à des carences sévères, voire à la mort. L'effet composition est aussi intéressant pour s'intéresser à l'ajout de gras, sucre, sel, d'additifs, pour déterminer les besoins nutritionnels. Mais on est arrivé à la conclusion que cette fraction d'aliments qu'on qualifie de réductionniste et quantitative, la composition, n'est pas cette fraction qu'il faut mettre en avant pour lutter contre les maladies chroniques. Il faut mettre l'accent sur la matrice. Parce que la matrice, qu'on a qualifiée de fraction, cette fois-ci holistique, puisqu'elle rend compte de la complexité du système, et qualitative, parce qu'une matrice peut se définir quantitativement, mais surtout qualitativement. Et donc, cette matrice est essentielle parce qu'elle joue un rôle d'abord sur la mastication et donc la satiété. La satiété est quand même importante en termes de régulation de la prise alimentaire et donc du poids sur le long terme. La matrice joue un rôle sur la synergie d'action des composés, c'est ce que vous suggériez tout à l'heure. Ce qui fait qu'un composé isolé et remis artificiellement dans une matrice n'aura pas le même effet que naturellement présent dans une matrice et agissant de concert ou en synergie avec les autres nutriments. Cette matrice joue un rôle essentiel sur la vitesse de libération des nutriments, donc index glycémique, anabolisme protéique, anabolisme lipidique. Elle joue un rôle aussi sur la sécrétion des hormones. Donc on voit bien que ce sont des paramètres qui sont au-delà de la composition. On pourrait comparer en fait ça à un attelage, si vous voulez. Le cocher de l'attelage, on va dire qu'il a 9 chevaux. Le cocher, c'est la matrice et les 9 chevaux sont les nutriments. Donc, c'est bien la matrice qui va contrôler l'attelage, c'est-à-dire... Or, aujourd'hui, on donne la gouvernance de l'attelage à un seul cheval ou 2 chevaux, c'est-à-dire aux nutriments, en se focalisant sur les chevaux. Donc, vous voyez bien que ça va partir dans toutes les directions.
Donc, c'est quand même bien la matrice qui est importante. Et l'hypothèse de recherche que je pose, c'est que les maladies chroniques ont beaucoup plus à voir avec la dégradation et l'artificialisation des matrices alimentaires qu'avec la composition des aliments en première intention. C'est d'abord la matrice parce que, si vous voulez, et donc ça nous renvoie au degré de transformation, parce que la transformation, certes, peut modifier la composition des aliments, ça c'est bien connu, on le sait, le raffinage, les traitements thermiques peuvent détruire des vitamines, l'écrémage du lait peut enlever des composés, mais elle joue d'abord sur cette matrice. Et donc la vraie question, c'est donc pas la transformation par rapport à cette matrice, mais c'est quel est le degré de transformation qui est acceptable pour la santé humaine. Et quand on voit les résultats scientifiques aujourd'hui qui sont publiés, donc on approche des 60 études épidémiologiques qui relient aliments ultra-transformés et santé, donc ces aliments ultra-transformés qui ont justement des matrices dégradées, fractionnées, raffinées, recombinées, réenrichies avec ajout d'additifs, eh bien ce degré de transformation de l'aliment semble celui qui n'est plus acceptable pour la santé humaine. Donc, à savoir, dégrader à outrance les matrices et les artificialiser. Donc, l'enjeu en termes de technologie est de préserver au maximum ces matrices alimentaires avant de raisonner en termes de composition. Et si on pouvait résumer, comme vous l'avez fait d'ailleurs, ce que vous avez dit est juste, l'effet matrice, c'est de dire très, très simplement et très basiquement, deux aliments qui ont la même composition mais pas la même matrice, n'auront pas forcément le même effet physiologique, métabolique et santé à long terme. On peut prendre quelques exemples. Alors, j'aime bien prendre l'exemple des amandes parce que c'est très parlant. Si vous prenez une amande entière ou finement broyée, eh bien, vous avez la même composition, en théorie, après broyage, mais vous n'aurez pas les mêmes effets physiologiques. C'est-à-dire que, alors ça a été publié notamment par le docteur Grundy en Angleterre, qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'effet matrice des amandes. Elle a pu montrer notamment qu'une amande entière d'abord demande plus de mastication, donc plus de satiété. Donc ça, c'est très important par rapport à l'amande finement broyée. Ensuite, les lipides ne vont pas être libérés à la même vitesse, donc ça va avoir des conséquences forcément sur le métabolisme. Et ensuite, elle a montré, alors, c'est pas chez l'homme, mais sur un digesteur in vitro, que 20%, avec l'amande finement non broyée, entière, on a 20% de lipides en plus qui arrivent au niveau du côlon. Donc, si vous voulez, on a un triple effet qui est la satiété, la vitesse de libération des lipides et la quantité absorbée. Donc, vous voyez que c'est très important cet effet matrice et on peut l'appliquer à beaucoup d'aliments comme par exemple un fruit entier et broyé, même s'il a la même composition, il ne va pas avoir le même devenir métabolique, la même digestibilité. On pourrait prendre, par exemple, il y a une étude qui a été publiée sur des céréales, des grains de céréales, soit consommés sous forme entière, grossièrement broyés, moyennement broyés et très finement broyés. Et bien plus la céréale est finement broyée, plus l'index glycémique augmente et plus la satiété diminue. Et pourtant, la composition est la même. Donc, on voit bien que éluder l'effet matrice, comme on le voit par exemple avec les scores de composition dans le monde, ne peut aboutir qu'à des classifications erronées et à des aberrations, puisque l'effet matrice est négligé. Donc c'est très important cet effet matrice, et aujourd'hui, si on veut, je pense, lutter efficacement contre les maladies chroniques, alors ce ne sera pas suffisant, mais au moins en termes d'alimentation, c'est de mettre l'accent sur le degré de transformation, parce que le degré de transformation impacte avant tout la matrice, et de dire aux gens, le degré qu'il faut de transformation qui n'est plus acceptable pour la santé humaine, c'est justement l'ultra-transformation qui explose les matrices, les craque, les fractionne. Donc il faut limiter la consommation de ces aliments et ne pas les consommer en excès parce que finalement, et là je sors un peu de mon rôle de chercheur, est-ce qu'en fractionnant à outrance les matrices alimentaires, finalement en détruisant l'harmonie naturelle de la matrice alimentaire, n'avons-nous pas affecté notre harmonie, c'est-à-dire la santé finalement? Voilà, ça c'est une question qu'on peut poser qui est plus d'ordre éthique ou philosophique, mais je pense qu'il est important à prendre en compte. Mais au fond, est-ce que l'effet matrice ne revient pas simplement à encourager la consommation de fibres d'origine végétale ? Non. Alors, de toute façon, qu'est-ce qui crée la matrice dans les produits végétaux? Ce sont les fibres, principalement. Et qu'est-ce qui crée la matrice dans les produits animaux? Ce sont
les protéines. Donc, c'est normal que les articles publiés sur les ultra-transformés et leur composition montrent que les ultra-transformés sont moins riches en fibres et vitamines et sont plus riches en sucres et gras, qui sont d'ailleurs les composés les moins rassasiants, les fibres et les protéines étant plus rassasiants. Donc, naturellement, les vrais aliments seront plus riches en fibres et protéines. C'est mathématique, c'est logique. Donc, revenir à des vrais aliments et consommer des vrais aliments, de toute façon, nous amène à manger plus de fibres. On pourra peut-être l'aborder dans la règle des 3V. Aujourd'hui, on consomme 19 grammes de fibres par jour en France, 19-20 grammes. C'est les résultats de la dernière étude de 1K3 de l'ANSES qui est abouti à ces calculs. Donc, on recommande plutôt 25-30 grammes. Donc, on est encore un peu loin du compte. Mais si vous voulez, la stratégie qui consiste à enrichir des aliments ultra-transformés avec des isolats de fibres pour améliorer leur score de composition, par exemple, n'est pas la bonne stratégie. Il faut encourager les gens plutôt à revenir à des vrais aliments parce qu'ils seront plus rassasiants et qu'une fibre isolée, comme pour les micronutriments isolés, n'aura pas le même effet si elle est mise de manière artificielle dans une matrice que si elle est naturellement présente dans sa matrice d'origine. Notamment, on sait que ce qu'on appelle la chaîne trophique au niveau du côlon ne va pas être stimulée de la même manière. Si vous prenez des fibres complexes, et d'ailleurs on peut parler d'effet matrice des fibres, c'est-à-dire des fibres qui sont dans une matrice alimentaire, elles vont stimuler dans le côlon une biodiversité microbienne plus importante parce que vous avez des fibres qui vont agir à un premier niveau pour déconstruire les fibres et les fermenter. Ensuite, une deuxième catégorie de micro-organismes vont agir sur un autre aspect, sur d'autres liaisons, etc., etc. Ce qu'on appelle une chaîne trophique. Alors que si vous prenez une fibre isolée purifiée, vous allez moins stimuler la biodiversité microbienne et cette chaîne trophique. Et en outre, il y a un deuxième aspect qui est toujours lié aussi à l'effet matrice des fibres. Donc, il n'y a pas que l'effet matrice de l'aliment, mais aussi des fibres. C'est que dans un aliment, notamment, on peut prendre l'exemple des produits céréaliers, les fibres sont associées à ce qu'on appelle des fiber co-passengers, c'est-à-dire les copassagers des fibres qui peuvent être, par exemple, des antioxydants, des polyphénols, qui sont naturellement liés aux fibres. C'est la fraction liée des polyphénols, qui sont des antioxydants très intéressants. Donc, quand vous consommez des fibres dans des matrices, alors pas forcément naturelles, mais même si elles sont un peu transformées, mais au moins non ultra-transformées, eh bien, ces fibres vont libérer progressivement ces antioxydants tout au long de la digestion. Donc, d'abord, un petit peu au niveau digestif, des antioxydants qui peuvent aussi participer à limiter l'oxydation des LDL, qui sont liés à l'athérosclérose. Et puis, elles vont apporter une grande quantité d'antioxydants au niveau colique. Et ces antioxydants au niveau colique sont très importants parce que la microflore bactérienne produit beaucoup de radicaux libres. Et donc, ça permet de lutter contre ces radicaux libres au niveau du côlon. Et ça peut expliquer en partie, pas seulement, mais le caractère protecteur des fibres contre le cancer colorectal, dans lequel un stress oxydant est impliqué. Donc, vous voyez, quand on a une vision holistique, synergique, matricielle des choses, on voit bien que ça apporte un effet beaucoup plus protecteur. Donc, oui, les fibres isolées, alors, j'ai pas d'études en tête, mais ce serait intéressant de voir si ces isolats de fibres ont le même pouvoir antioxydant que les fibres des aliments naturellement présents. Ce serait intéressant de vérifier cela. Donc, voilà, il y a beaucoup d'effets qui sont liés. Vous voyez, tous ces effets que je vous ai décrits sont quand même liés à une approche holistique de l'aliment. J'ai présenté également les aliments ultra-transformés dans ma vidéo. Est-ce que ma définition est correcte? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez rajouter? Je vais donner deux définitions, mais qui sont complémentaires. Donc, effectivement, la définition d'ultra-transformation par Nova met l'accent notamment beaucoup sur certains procédés et sur l'ajout d'ingrédients et additifs cosmétiques pour modifier goût, couleur, arôme et texture. Donc, en fait, un aliment ultra-transformé se définit par la présence de ce qu'on appelle un marqueur d'ultra-transformation, et nous, ce qu'on a appelé, notamment avec la start-up SIGA, les MUT, MUT. Donc, ce que vous avez donné comme définition, c'est la définition de Nova pour ces MUT, qui peuvent soit être donc des ingrédients ou des additifs cosmétiques d'origine essentiellement industrielle, qui sont eux-mêmes des ingrédients très purifiés, très ultra-transformés, issus du cracking alimentaire, ou qui peuvent constituer des procédés technologiques directement appliqués à l'aliment, comme la cuisson-extrusion ou le soufflage. Par exemple, une galette de riz blanc raffiné soufflée est ultra transformée parce que le soufflage a tellement éclaté la matrice du riz qu'il
ce qui fait que ça rapproche le riz en termes de digestion, enfin, c'est pas équivalent à 100%, mais ça rapproche du sucre, du glucose. Donc, on retombe bien toujours sur la matrice et non plus que sur la composition. Et la cuisson-extrusion, comme beaucoup de céréales du petit déjeuner pour enfants, qui permettent de donner des formes ludiques, variées, avec des textures qui sont appréciées par les enfants, eh bien, transforme finalement les céréales, enfin la farine qui est utilisée au départ, qu'elle soit raffinée ou complète d'ailleurs, la transforme en un produit qui va être très vite digéré et qui va rapprocher cette farine de sucre rapide et de glucose. Alors, avec SIGA, donc moi je fais partie du conseil scientifique, la définition est légèrement différente dans le sens où SIGA met vraiment l'accent sur la perte de l'effet matrice et définit donc les marqueurs d'ultra-transformation comme des substances ultra-transformés, des mutes ultra-transformés, qui sont soit des ingrédients ou des additifs issus du fractionnement alimentaire, avec des purifications, des extraits avec des solvants, etc., et qui amènent donc à des molécules purifiées dont la matrice a été dégradée et qui ont perdu finalement leur valeur nutritionnelle de départ, parce que souvent, au départ, ces composés sont associés à une matrice avec des micronutriments protecteurs. Donc, ces mutes, on a d'abord des ingrédients ultra-transformés, qui ne sont pas des additifs. Donc, dans ces ingrédients, il y en a 3 types, glucides, lipides, protéines. Alors, les glucides, ce sont tous les sirops de sucre, sirop de riz, sirop de céréales, sirop de glucose fructose, sirop de glucose, maltodextrine, polydextrine, polydextrose, dextrose, sucre inverti, polyol aussi, quand on hydrogène certains sucres. On va trouver aussi l'extrait de malte d'orge, qui est aussi un sucre, qui sont souvent des sucres cachés d'ailleurs dans les aliments, mais qui sont des sucres ultra transformés, parce qu'on a complètement déconstruit la fécule de départ, on l'a hydrolysé en des sucres. Donc on voit bien qu'on est plus dans un paradigme de déconstruction de la matrice. Ensuite, les huiles, donc huiles raffinées, hydrogénées, etc., estérifiées, sont des huiles qui sont ultra transformées, qui ont subi des procédés très, très intenses, très drastiques. Donc, on voit bien qu'on s'éloigne de ce qu'il y a dans la nature et que ces ingrédients ultra transformés ne se trouvent quasiment plus dans la nature. Bon, à quelques exceptions près, parce qu'on peut trouver des polyols dans la nature. Et puis enfin, les protéines. Alors, on va trouver principalement des isolats de protéines. Par exemple, les isolats de pois, de soja, ou des protéines hydrolysées. Donc, vous voyez bien, encore une fois, qu'on a isolé un constituant d'une matrice pour en faire un ingrédient ultra transformé. Et ensuite, vous avez des additifs cosmétiques. Alors, pas tous les additifs entrent dans la définition de l'ultra-transformation. Ce sont surtout des additifs cosmétiques issus donc justement de ce fractionnement ou par synthèse chimique. Donc, on va trouver des agents texturants pour modifier la texture. On va trouver des additifs de type colorant pour modifier la couleur. Et on va trouver aussi des additifs pour modifier le goût, comme des édulcorants ou des exhausteurs de goût. Et puis enfin, il y a une troisième catégorie qui sont les arômes naturels ou de synthèse, qui sont aussi des marqueurs d'ultra-transformation. Donc, si vous voulez, la présence d'additifs n'est pas forcément synonyme d'ultra-transformation. Il faut aussi regarder les ingrédients ultra-transformés. Donc, voilà la définition. Donc, pour le consommateur, l'enjeu, c'est de pouvoir repérer ces mutes, ces marqueurs d'ultra-transformation. Et donc, c'est pas forcément facile. SIGA a fait ce travail, c'est-à-dire qu'il a développé une liste exhaustive de ces mutes. Et donc, avec l'application SIGA, vous pouvez détecter l'aliment ultra-transformé. À partir de quelle dose journalière les AUT ont-ils un impact délétère sur notre santé et quelles sont les conséquences pour notre microbiote intestinal ? Alors aujourd'hui, nous, on propose un seuil de précaution qui peut-être sera affiné avec d'autres études, mais on se rend compte qu'aux alentours de 15% maximum, il ne faudrait pas dépasser probablement 15% de calories quotidiennes en aliments ultra transformés, parce que plusieurs études montrent qu'au-delà de ce seuil, notamment quand on prend en compte le surpoids et l'obésité, qui est donc le premier stade des maladies chroniques, souvent parce que quand on tombe dans l'entonnoir du surpoids et de l'obésité, on augmente le risque de maladies plus graves. On peut multiplier par 4 ou 5 les facteurs derrière, de diabète, maladies cardiovasculaires et certains cancers. Donc, quand on regarde ultra-transformation et obésité, on s'aperçoit que au-delà de 15%, on peut augmenter le risque d'obésité, notamment de 29%. Donc, c'est un seuil de précaution, 15%, alors c'est autour de 15%, c'est-à-dire 1 à 2 portions par jour grand maximum. Alors, il y a d'autres études qui commencent à arriver, qui montrent que ce seuil pourrait même être en dessous, c'est-à-dire 10% pourrait être probablement le maximum. Voilà. Peut-être d'autres études
modifieront ce seuil à 20%, il faudra voir, mais aux alentours, à mon avis, de 10-15%, je pense qu'on est assez proche de la réalité. Donc voilà, ça veut dire vous en consommez 1 par jour, voire 2 par jour, mais pas plus. Bon, si vous en consommez de temps en temps, il n'y a aucun risque pour la santé. Si vous voulez, les aliments ultra transformés ont été conçus au départ pour répondre à des situations de niche. Bon, ça peut être pour dépanner, pour manger en déplacement si on n'a pas le temps, parce que c'est des aliments qui se conservent très longtemps, qui sont pratiques d'utilisation. Donc, ce qui était autrefois l'exception devient la règle. Si bien qu'en France, on consomme, l'adulte français consomme environ 35% de calories par jour ultra transformées, et l'enfant 45-50, si on regarde notamment les résultats de l'étude 1-4-3. Donc, on voit bien que l'exception est en train de devenir la règle, et dans les pays anglo-saxons, on est largement au-dessus de 50, voire 60% de calories quotidiennes, et les enfants, dans toutes les études, globalement, consomment plus d'aliments ultra transformés que les adultes. On voit bien que les enfants sont très ciblés. Donc voilà, il faut vraiment limiter ces aliments, les garder pour l'exception, pour des situations de niche, ou éventuellement dans le curatif, où là, dans le curatif, l'ultra-transformation peut jouer un rôle. On peut citer la nutrition entérale, parentérale, on peut citer des compléments qui sont, pour une déficience sévère, indispensables. Mais là, on est dans le curatif. Donc, dans le curatif, l'ultra-transformation peut certainement jouer un rôle. Il y a peut-être aussi d'autres situations, comme peut-être l'alimentation dans l'espace, même si j'imagine que même dans l'espace, on peut peut-être s'en passer, ou alors certaines situations des rations de survie pour l'armée. Enfin, voilà, j'imagine un peu des situations très, très spécifiques où l'ultra-transformation peut jouer un rôle. Donc, moi, je m'intéresse au préventif, je suis pas médecin, donc ce qui m'intéresse, c'est que les gens en bonne santé le restent. Et pour que les gens en bonne santé le restent, il faut que l'ultra-transformation reste l'exception, probablement autour de pas plus de 1-2 aliments par jour. Voilà. Aujourd'hui, on a une 60aine d'études épidémiologiques publiées sur aliments ultra-transformés, maladies chroniques. Donc, ce qu'on entend par études épidémiologiques, ce sont essentiellement des études transversales, c'est-à-dire qu'on fait une photographie à un instant donné, mais on ne suit pas les gens dans le temps. On fait une photographie. Ou alors des études prospectives longitudinales où on suit les gens dans le temps. Donc, on a les deux types d'études. Les études transversales ayant un poids scientifique moins important que les études longitudinales. Mais cependant, on a quand même des études qui convergent toutes dans le même sens, qui ont donné lieu à 3 méta-analyses récentes, c'est-à-dire des méta-analyses, c'est des études qui vont synthétiser les résultats qui vont synthétiser les résultats des études épidémiologiques pour calculer ce qu'on appelle des risques relatifs poolés ou synthétisés. Donc, ces études montrent qu'on a des risques accrus quand on compare les gros consommateurs et les petits consommateurs ou les non-consommateurs. On a des risques accrus, alors d'obésité, surpoids, c'est très bien démontré, qui peuvent aller jusqu'à plus 30%. Syndrome métabolique, là aussi c'est bien démontré dans 5 études. Diabète de type 2, hypertension, niveau plus faible de HDL cholestérol, ce qu'on appelle le bon cholestérol, même si j'aime pas trop ce terme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Risque accru de maladies cardiovasculaires, des cancers totaux, c'est-à-dire tous sites confondus quand on prend tous les cancers, de syndrome de l'intestin irritable et de la dyspepsie fonctionnelle, de l'asthme chez les plus jeunes, de dépression, de mortalité toutes causes confondues. Et plus récemment, 2 études, mais transversales, donc qui vont demander évidemment des confirmations, hein, c'est pas suffisant, en tout cas 2 études transversales qui montrent une altération d'ADN à 2 niveaux, une oxydation plus élevée qu'on a observée dans les urines et un raccourcissement plus accéléré des télomères. Le télomère étant la partie non conductive de l'ADN qui est liée au vieillissement. Donc ça, c'est ce que montre l'épidémiologie. Ensuite, comme on est dans l'association, il faut aller cette fois-ci, quels peuvent être les facteurs causaux, la cause. Donc là, il faut aller plus dans le mécanistique ou dans l'intervention. Alors, en ce qui concerne les études d'intervention, il y a une étude qui a été publiée il y a 1 an et demi, 2 ans, par Kevin Hall, qui est la seule étude à ce jour d'intervention sur les ultra-transformés, qui montre qu'il a fait 2 groupes. Un groupe qui consommait un régime ultra-transformé et l'autre peu transformé, enfin du moins non ultra-transformé. Et à composition globalement identique au départ. C'est très intéressant parce que le fait que la composition soit proche au départ, dans les explications des effets qu'ils vont observer, on pourra s'affranchir de l'effet composition. Vous voyez, rappelez-vous, effet composition, effet matrice. Et donc, ce qui va permettre une interprétation sur l'effet matrice, puisque la composition était identique en glucides, sucre
pardon, glucides, protéines, lipides, fibres et quelques minéraux, je les ai plus en tête, mais dont je crois le sodium par exemple. Alors, qu'est-ce qu'ils ont observé? Donc, un groupe a pris pendant 2 semaines le régime ultra transformé et les 2 semaines suivantes le peu transformé. Et inversement, un autre groupe a commencé par peu transformé pendant 2 semaines et a pris ultra transformé pendant 2 semaines. Alors, ils observent en 2 semaines, quand on fait la synthèse des 2 groupes, que le groupe ultra transformé consomme de manière significative 500 kilocalories en plus, c'est-à-dire 20% de calories en plus en 2 semaines. Donc, c'est quand même important, et majoritairement sous forme de gras et de sucre et de glucides. Pas majoritairement sous forme de protéines. Et ils ont observé, et moi ce résultat je le trouve très intéressant parce qu'il a été aussi confirmé dans une autre étude, que si vous voulez, en 1 minute, les gens qui consomment ultra transformés consomment presque 60% de calories en plus, en 1 minute. Et donc, ça nous renvoie à l'effet matrice et au fait que en fait, les matrices sont conçues de telle manière qu'elles sont souvent, probablement, demandent moins de mastication, plus friables, plus visqueuses, plus liquides. On a beaucoup d'aliments liquides, visqueux, friables dans les ultra transformés. Et probablement, cette matrice nous fait consommer plus de calories en 1 minute. Et comme ils sont conçus pour être très bons au niveau goût, ça peut nous pousser à consommer plus que de raison, car le goût étant tellement optimisé que le plaisir de manger peut l'emporter sur la satiété. Et quand on consomme plus de calories en 1 minute et qu'on mastique moins, la satiété est moins stimulée. Et ce résultat a été confirmé dans une étude plus récente qui a regroupé plusieurs études, et sur 326 aliments, ils ont effectivement montré que on consommait plus de calories, cette fois-ci, non pas 60%, mais 100% de plus, donc 2 fois plus, avec les aliments ultra transformés que peu transformés. Et les aliments normalement transformés étant au milieu. Et l'effet est significatif, même s'il y a des écarts types importants. Donc, on a quand même une hypothèse et une indication intéressante qui montre que la modification des matrices, finalement, nous pousse à consommer plus que de raison. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui fait que ces aliments sont délétères? Il faut toujours avoir une double explication liée à l'effet matrice et à l'effet composition. Et pour moi, l'effet matrice vient en premier. Donc, on a des matrices qui sont moins rassasiantes. Ça, c'est des articles que j'ai publiés. On a des matrices qui sont, notamment pour les produits céréaliers et fruitiers, plus hyperglycémiantes, donc plus source de sucre rapide. Et ça, c'est la partie matrice. Ensuite, pour l'effet composition, on a souvent des produits qui sont enrichis en sucre, en gras, en sel, qui contiennent des calories vides, c'est-à-dire qui sont plus pauvres en composés bioactifs protecteurs, comme fibres, minéraux, vitamines et antioxydants. Et enfin, dernière explication liée à la composition, ils contiennent des xénobiotiques. C'est-à-dire que dans les pays occidentaux, ça fait 40 ans, puisque l'explosion des ultra-transformés, c'est les années 80, ça fait 40 ans qu'on soumet notre corps à des composés étrangers au corps humain qu'on n'avait jamais consommés. Ces xénobiotiques ont plusieurs catégories. Vous avez des additifs de synthèse, c'est-à-dire qui n'existent pas dans la nature. Vous avez les ingrédients ultra-transformés, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez avoir des composés néoformés, mais qui ne sont pas spécifiques de l'ultra-transformation, qu'on peut aussi faire à la maison et qu'on trouve dans des aliments normalement transformés. Par exemple, l'acrylamide, qui est un produit de la réaction de Maillard. Vous pouvez avoir, donc ça c'est des hypothèses d'autres chercheurs, des composés qui migrent des emballages vers l'aliment. Et puis après, il y a des résidus peut-être de pesticides en agriculture conventionnelle. Mais moi, comme je pense que l'approche globale doit primer sur l'approche réductionniste, doit être la porte d'entrée, pour moi, le facteur premier, la cause première, ce sont les matrices modifiées et artificialisées. Et c'est parce qu'on a modifié ces matrices et qu'on les a artificialisées qu'elles nous poussent à consommer plus que de raison. Et quand on consomme plus que de raison, arrive l'explication, cette fois-ci, de la composition. On consomme plus que de raison les xénobiotiques, le sucre, le sel, le gras et les calories. Mais il ne faut pas inverser. Il ne faut pas se focaliser sur l'excès de sucre, sel et gras, qui n'est qu'un effet, notamment en termes de prévention, santé publique. Il faut se focaliser sur la cause. Et la cause n'est pas compositionnelle. La cause, c'est vraiment des matrices qui ont été rendues très attractives, artificialisées, hyper palatables, avec des textures qui demandent moins de mastication. Pour moi, c'est ça la cause première. Et donc, en termes de santé publique, il faut se focaliser sur la cause et donc sur le degré de transformation. Est-ce qu'un plat fait maison, qui comprend parmi ses ingrédients des AUT, a la même valeur qu'un AUT ? Si vous cuisinez
oui, on peut cuisiner à la maison en achetant des produits ultra transformés. Est-ce qu'on va appeler, entre guillemets, des ingrédients culinaires qu'on peut rajouter? Alors, après, c'est toujours pareil, c'est la proportion. C'est-à-dire, de toute façon, un vrai aliment sera toujours mieux qu'un faux aliment. Pour moi, les aliments ultra transformés, c'est de la fake food, c'est-à-dire des aliments qui imitent les vrais aliments, mais voilà, qui n'en sont pas et qui, des fois, se rapprochent plus de la chimie comestible que de l'alimentation. C'est difficile de répondre à cette question. On n'a pas d'études scientifiques qui ont mesuré le risque sur la santé d'utiliser à la maison des produits ultra transformés plutôt sous forme d'ingrédients. Voilà, je reste sur l'idée que si on utilise 1 ou 2 ultra transformés par jour, il n'y a aucun risque particulier pour la santé. Donc, il ne faut pas non plus être dans le tout noir ou le tout blanc. Il ne faut pas se prendre la tête. Donc, si des fois ça vous dépanne, je pense qu'il n'y a aucun souci particulier. Après, voilà, non, l'idée c'est plutôt de dire, par exemple, j'ai regardé la journée type d'un enfant qui a une situation qui n'est pas si rare que ça. Par exemple, un adolescent ou un jeune enfant qui, au petit déjeuner, parce que les parents sont très pris par leur travail, ne veulent pas cuisiner, vont lui donner des céréales petit déjeuner pour enfants au petit-déj, vont lui donner à 10h et à 16h aux collations des biscuits, des gâteaux industriels ou des jus industriels. À midi, à la restauration collective, il va consommer des fins de repas pas mal ultra transformés, peut-être des plats en sauce avec ultra transformés. Et si le soir, les parents n'ont pas le temps de faire la cuisine, donnent des plats tout préparés, comme il y a beaucoup d'ultra transformation dans les plats préparés, nous, on a calculé quand même que dans cette situation, alors un peu exagérée, mais qui n'est peut-être pas si rare, un enfant pouvait aller jusqu'à 72% de calories ultra transformées par jour et consommer jusqu'à plus de 42 additifs dans sa journée, différents. Alors, comme on a tellement peu de recul sur l'effet cocktail, on voit bien que cette situation n'est pas souhaitable pour les enfants. Mais pour répondre à votre question initiale, il n'y a pas de risque particulier à de temps en temps utiliser un aliment ultra transformé à la maison. Non, il n'y a pas de. L'idée étant quand même, évidemment. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a des aliments industriels qui ne sont pas ultra transformés. Donc, peut-être pour les parents, les consommateurs, c'est d'essayer de sélectionner dans l'offre industrielle, et c'est l'objet de l'application SIGA qu'on a développée, de repérer dans les aliments industriels le produit dans sa catégorie qui n'est pas ultra transformé. Parce qu'on peut trouver des ingrédients culinaires industriels qui ne sont pas ultra transformés. Donc c'est peut-être ça, en fait, l'enjeu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la règle des 3 V, végétal, vrai, varié? En étudiant beaucoup la littérature scientifique, et puis aussi basée sur mon expérience de recherche, on a observé, donc c'est une démarche inductive, c'est-à-dire on est parti de la réalité, on a observé que le lien alimentation-santé, mais quand je dis santé, c'est santé humaine et de la planète, des systèmes alimentaires, donc la santé globale, le lien alimentation-santé globale était gouverné par 3 dimensions. Alors, il y a 2 dimensions qui avaient déjà été quand même mises en avant par les chercheurs, c'est-à-dire le ratio produits animaux sur végétaux et la variété. On savait tous qu'il fallait quand même réduire les produits animaux pour la planète notamment, et qu'il faut mieux manger varié. Mais on s'est aperçu aussi que le degré de transformation était la 3e dimension, était fondamentale, et que cette dimension émergente a été a été beaucoup ignorée dans la recherche, notamment académique. Et le fait d'inclure cette nouvelle dimension permet d'arriver à une cohérence et notamment de lever des contradictions observées dans des études antérieures. Donc, le caractère innovant de ces 3 V, c'est d'abord d'avoir réuni ces 3 dimensions ensemble et puis d'avoir surtout mis en avant le degré de transformation. Donc, la première règle, c'est végétal. Donc, ça veut dire végétaliser son alimentation et limiter les calories animales par jour à 15% environ. C'est-à-dire 3 portions de produits animaux par jour maximum, c'est-à-dire une à chaque repas. La vraie, par opposition à faux aliments, c'est le degré de transformation. La plus compliquée, parce que c'est là que la confusion est la plus grande. Autant les gens savent reconnaître un produit animal et végétal et savent ce que veut dire varié, autant le vrai par rapport au faux n'est pas évident. Donc c'est tout l'enjeu de l'application SIGA, de s'adresser au vrai. Et donc enfin, 3e règle, varié, mais varié dans les vrais aliments. Parce que si vous variez de l'ultra transformé, comme c'est souvent des calories vides,
ou même s'ils sont enrichis, c'est des micronutriments isolés qui ont été rajoutés artificiellement, ça n'a pas de sens. Si vous variez les ultra-transformés, vous êtes plus dans une variété de formulation ou de marque. Alors que dans le varié des vrais aliments, vous êtes dans une variété botanique et une variété animale qui a un réel lien avec la biodiversité. Donc, si vous voulez, et on a rajouté pour le varié, si possible, je dis bien si possible parce que ça n'est jamais possible à 100%, bio, local et de saison quand c'est possible, parce qu'il y a des pays où ils peuvent pas manger 100% local, hein, c'est pas possible. Certains pays nordiques, par exemple, ou certains pays qui n'ont pas de terre suffisante pour nourrir leur population ne peuvent pas manger 100% local. Donc, ces trois dimensions bio, local et de saison ajoutées au varié peut encore plus amplifier le caractère varié et l'impact positif environnemental. Alors, pourquoi ces trois règles? Pour bien comprendre la force de ces trois dimensions. On parle plutôt de dimensions, ce n'est pas vraiment des recommandations, c'est plutôt des dimensions génériques qui gouvernent le lien alimentation, santé globale. Par exemple, si vous consommez, on peut faire un exercice qui montre que ces trois règles sont mutuellement inclusives et interdépendantes et que si l'on en supprime une, ça ne marche plus. Et souvent, dans les études scientifiques, comme les trois dimensions ne sont pas prises en compte, on arrive à des résultats un petit peu contradictoires et paradoxaux. Et ces paradoxes et ces contradictions sont levés quand on prend en compte les trois dimensions en même temps. Donc, imaginez un espace à trois dimensions, végétal, vrai et varié, et tous les régimes alimentaires peuvent être positionnés dans cet espace à trois dimensions. Et selon le curseur sur chacune de ces dimensions, le régime est plus ou moins protecteur pour la santé humaine et la planète. Par exemple, si vous êtes animal vrai varié, donc par exemple les Inuits, qui consomment plus de 80% de calories animales, on sait que, par les études scientifiques qu'une consommation trop excessive de viande, de produits animaux, n'est pas forcément bonne pour la santé. Et on sait aussi qu'une consommation excessive de produits animaux n'est pas bon pour la planète, donc pour l'environnement. Par exemple, il a été calculé que si toute la population mondiale se met au même régime alimentaire que les Américains, très riches en produits animaux, il faudrait pratiquement 4 à 5 planètes Terre pour produire toute l'alimentation. Et si on se met au niveau de la France, c'est 2,5. Donc on voit bien que de toute façon, ça n'est pas viable. Donc on n'est pas en train de dire que les Inuits, il faut qu'ils mangent plus de végétaux, mais on est en train de dire qu'on ne peut pas extrapoler le régime inuit à toute la planète. C'est ça qu'on dit, c'est plutôt dans l'autre sens. Sachant qu'aujourd'hui, le pourcentage de calories animales par jour à la louche est entre 15 et 20%, vers 17%. Donc on a déjà un peu dépassé les 15%, et c'est surtout qu'il est croissant, il est en train d'augmenter. Donc on voit que ça va très vite ne plus devenir viable. Donc ça, c'est si on supprime végétal par animal. Ensuite, si on supprime vrai par faux, par exemple, vous êtes vegan, végétalien, végétarien, donc vous consommez végétal, faux, varié, donc beaucoup d'ultra transformés. Donc une étude récente, pas une étude récente, une étude de 2018 a montré que même si c'est des produits végétaux, s'ils sont ultra transformés, c'est pas meilleur pour la santé que de consommer beaucoup de produits animaux. Et en outre, ça c'est un article qu'on a publié cet été, il y a eu 3 articles depuis qui ont confirmé notre analyse, c'est que les aliments ultra-transformés sont associés à des systèmes alimentaires dégradés, c'est-à-dire agriculture intensive, élevage intensif, parce que pour arriver à des coûts aussi bas, c'est forcément intensif. Donc, ça ne marche pas non plus. Et ensuite, si vous faites végétal vrai monotone, par exemple, on peut l'observer dans des pays en développement, par exemple en Chine, dans les années 90, près de 75 à 80% des calories étaient apportées par des céréales, notamment du riz. Donc un régime très monotone. On l'observe encore un peu dans des régimes, dans des pays subsahariens, comme on dit, par exemple d'Afrique noire, où ils vont manger végétal vrai, mais plutôt monotone, c'est-à-dire toujours la même céréale, toujours la même légumineuse, sans beaucoup de variété, peu de fruits et légumes. Et bien là, on a des problèmes, on peut avoir des problèmes de déficience, qu'on observe d'ailleurs dans les pays en développement, comme la vitamine A, le zinc, le fer ou l'iode encore. Et ensuite, on imagine bien que si on a des régimes sur toute la planète trop monotones, ça ne va pas stimuler la biodiversité et la polyculture. Voilà, donc on voit bien que ces 3 dimensions sont interconnectées. Le varié étant plutôt pour apporter le maximum de composés protecteurs, et le végétal et le vrai étant vraiment là du coup liés plutôt aux maladies chroniques, notamment le vrai. Voilà, donc c'est
si vous voulez, c'est un concept holistique, scientifique, mais qui est facile d'appropriation et que chacun peut s'approprier au quotidien. Si on oublie les pourcentages, comment on peut s'approprier au quotidien? C'est juste se dire comment je peux végétaliser un peu plus mon alimentation, comment je peux réduire les ultra-transformés et comment je peux augmenter la diversité de mes vrais aliments. Vous voyez. Donc, c'est 3 leviers qualitatifs qui sont faciles d'appropriation et qui permettent de remplir tous ces besoins nutritionnels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin de faire de calculs et de s'en préoccuper. On n'a plus besoin de raisonner en gluten, en oméga 6, en oméga 3, en saturé, polyinsaturé, les teneurs, si je mange trop de sel, si je mange, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a pas mal d'indicateurs comme ça qui sont sensibles. Parce qu'en fait, en tendant vers ce qu'on pourrait appeler ces règles 3V, eh bien, on va remplir de façon très naturelle nos besoins nutritionnels, sans dépasser les 10% de calories quotidiennes en sucre libre, sans dépasser les 12% de calories acides gras saturés par jour, sans dépasser les 5 grammes par jour de sel, et sans dépasser un ratio oméga 6 sur oméga 3 de 5. Donc, on a fait les calculs de 3 à 79 ans, enfin de 3 ans jusqu'à 80 ans. Eh bien, on remplit, tous ces indicateurs sont au vert quand on tend vers les 3V. Et dans tout ça, que pensez-vous du Nutri-Score ? Je pense que ici, c'est une question importante, c'est une question de santé publique. Alors, le Nutri-Score fait partie de ce qu'on appelle les outils de santé publique réductionnistes qui sont basés sur des scores de composition. C'est l'approche qui, aujourd'hui, a été privilégiée sur la planète. Donc, en France, on a le Nutri-Score. En Angleterre, il y a le Traffic Light. En Australie, il y a le Health Star Rating. Aux États-Unis, vous avez Composition Fact. C'est pas un score, c'est juste des indicateurs de composition. Dans les pays nordiques, vous avez le K-Halls, donc qui est aussi basé sur l'approche réductionniste par la composition. Et en Amérique latine, vous avez les Nutritional Warning. Par exemple, au Chili, on en a beaucoup parlé, les logos noirs. Alors, il y a plusieurs réflexions. D'abord, on voit que ces scores de composition ne prennent pas en compte la composante majeure de l'aliment, qui est la matrice. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir 2 aliments avec le même score de composition, la même notation, mais s'ils n'ont pas la même matrice, ils ne vont pas avoir le même effet sur la santé. Par exemple, j'ai vu des céréales petit déjeuner pour enfants notés B Nutri-Score, par exemple, alors qu'en fait, comme elles sont cuites extrudées, la farine, c'est pas très éloigné du sucre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très hyperglycémiant. Donc, comme l'effet matrice n'a pas été pris en compte, on peut arriver à ce type d'aberration. Une première chose. Et donc, si on revient à mon logiciel holistico-réductionniste, d'abord rentrer dans l'aliment par sa complexité et sa matrice. En fait, deuxième réflexion, c'est plutôt une question de hiérarchie. Je m'explique. Il faut toujours aller du global au spécifique, et notamment, plus la recommandation de santé publique est holistique, plus elle va impacter durablement la santé humaine et la société, mais aussi l'environnement, la planète et le système alimentaire. Donc, la première question à se poser, c'est quelle est la qualité de mon régime dans sa globalité? Nous, on l'a défini comme les 3V, mais il y a aussi d'autres qui ont réfléchi à ça, comme la commission IC-Lancet, où vous avez des régimes traditionnels comme Okinawa qui, bon, de toute façon, on converge tous un peu vers les mêmes conclusions, enfin même beaucoup. On converge tous vers le fait qu'il faut végétaliser, réduire le degré de transformation et varier. Alors, ça, c'est la première question à se poser, la qualité globale de notre régime. Parce qu'en fait, on mange des régimes sur une semaine, et l'équilibre se fait sur une semaine. Sauf qu'on n'achète pas des régimes, mais des aliments. Donc, il est intéressant d'avoir un indicateur sur l'aliment, notamment pour le vrai. Et donc, pour moi, l'indicateur le plus important, c'est le degré de transformation, parce qu'il va inclure à la fois la matrice et la composition, mais surtout la matrice. Et on pourrait s'arrêter là. Parce que si vous voulez, si déjà vous définissez la qualité de votre régime alimentaire et quand vous choisissez vos aliments, vous limitez les ultra-transformés, comme ces 2 indicateurs macroscopiques ont un impact non seulement sur la santé et la planète, c'est largement suffisant pour impacter positivement la planète et votre santé. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme des poupées russes, si vous voulez. La grande poupée russe, dans le cadre de mes travaux, c'est ce que nous, on a appelé les 3V. Ensuite, la plus petite, il va y avoir par exemple le score SIGA pour le degré de transformation. Et ensuite, quand on bascule dans ce qui n'est pas visible à l'œil nu, c'est-à-dire les nutriments, eh bien, on a d'autres scores plus réductionnistes. La composition, l'équilibre acido-basique,
On peut très bien parler d'index glycémique, pourquoi pas. On peut parler, qu'est-ce qu'il y a d'autre enfin, comme ça, il existe beaucoup de scores. Donc, on voit bien que la vraie question n'est pas la multiplication des scores, mais l'absence de hiérarchisation. Il faut hiérarchiser les scores et faire nos choix alimentaires sur ce qui est visible à l'œil nu. Et ce qui est visible à l'œil nu, c'est notre régime et l'aliment qu'on voit. Parce que quand on bascule dans les scores réductionnistes, on bascule dans ce qui n'est plus visible, c'est le niveau du nutriment. Et on ne mange pas des nutriments, on mange des aliments et des matrices. Donc vous avez régime, aliments, nutriments. Mais déjà dans le nutriment, on est déconnecté du réel. Donc le problème de ces scores de composition, c'est qu'on veut les appliquer au réel, mais ils aboutissent à beaucoup d'aberrations parce qu'ils sont déconnectés du réel. Donc on se retrouve par exemple avec les scores de composition, mais c'est vrai dans le monde entier en fait, notamment aussi avec le Health Star Rating. La réflexion que je vous présente ici a été faite aussi par des chercheurs australiens. On arrive par exemple à toute une gamme de produits comme les fromages qui sont très mal classés et pourtant ne sont pas ultra transformés. Et pourtant, si on regarde la littérature scientifique, ne sont pas associés à des risques accrus de maladies chroniques. Et même, il y a une étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, une méta-analyse qui montre que les consommateurs normaux de fromage ont plutôt des risques réduits de maladies cardiovasculaires. Pourquoi ? Parce que même s'ils sont riches en acides gras saturés, ce sont des acides gras saturés d'abord d'origine naturelle et qui sont dans une matrice de vrais aliments et qui ne sont pas dans une matrice de faux aliments. Les fruits sont riches en sucre, mais les études montrent que les consommateurs réguliers de fruits, c'est plutôt bon pour la santé et réduit le risque de diabète. Donc vous voyez, on peut arriver à plein d'aberrations où des sodas light sont mieux classés que des sodas normaux, alors qu'on sait que le soda light n'est pas meilleur pour la santé et que certains édulcorants présentent des risques pour la santé. Donc on voit bien que la non prise en compte du degré de transformation dans le monde par ces scores de composition ne pourra pas aboutir à des effets de santé à moyen et long terme. Et qu'il faut encourager le consommateur à se poser d'abord la question de la qualité globale de son régime et ensuite, quand il achète des aliments, limiter les ultra-transformés. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin parce qu'ils veulent se spécialiser ou ils ont un esprit de recherche important, ce n'est qu'après ce stade qu'on peut appliquer des scores plus réductionnistes. C'est-à-dire, une fois qu'on a séparé les vrais des faux aliments, on peut appliquer des critères plus réductionnistes. Vous voyez, donc par exemple la composition, par exemple l'équilibre acido-basique. Mais pour la planète et votre santé, et pour démocratiser l'alimentation, il n'y a pas vraiment besoin d'aller plus loin que ces deux critères. Voilà. C'est mon analyse parce que si vous commencez votre choix alimentaire par la composition, c'est ce qui a été montré en France et en Australie, et que vous remontez dans l'autre sens, c'est-à-dire du nutriment vers l'aliment, eh bien, vous retrouvez avec plus de 50% de produits bien notés qui sont ultra transformés. Or, comme les aliments ultra transformés sont associés à des risques accrus de maladies chroniques, on voit bien que dans l'autre sens, ça ne marche pas. Donc, on peut pas aller du spécifique au global. Il faut commencer par le global, et là, ça marche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, par exemple, si on a séparé les ultra des non-ultra transformés, eh bien, dans les ultra transformés, pourquoi pas, on peut regarder, par exemple, la teneur en certains nutriments. Et c'est ce qu'a fait SIGA en intégrant les teneurs en sel, sucre et gras, par exemple. Mais toujours en seconde intention. Donc, c'est comme un arbre de décision, avec des règles à chaque niveau. Le premier niveau de décision étant le plus holistique et le plus global, et on diminue un peu comme ça, avec des critères de décision. Donc, c'est vraiment une question de hiérarchie et d'arbre de décision. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez la recherche sur les AUT ? Alors, aujourd'hui, en faisant partie du conseil scientifique de SIGA, je sais que SIGA travaille toujours d'un point de vue, on va dire, plus... alors, je ne sais pas si c'est de la recherche pure et dure, mais continue à travailler sur la caractérisation des aliments ultra transformés. Moi, aujourd'hui, mon domaine est plus élargi. Ce qui m'intéresse, c'est la règle des 3V, sa faisabilité notamment. C'est-à-dire, pour moi, la question, c'est... Parce que si vous voulez, la règle des 3V, on est parti du réel, selon une démarche inductive, et on a élaboré un nouveau concept, une nouvelle théorie, un nouveau paradigme. C'est ce qu'on appelle la démarche inductive. NOVA est une démarche inductive où on part du réel pour élaborer une nouvelle classification. Et ensuite, vous avez la deuxième étape qui est la démarche hypothético-déductive. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a élaboré ce nouveau concept, holistique souvent,
eh bien, on peut le tester dans des situations particulières, sur des populations, chez l'animal, enfin, peu importe, in vitro, en laboratoire, selon une démarche hypothético-déductive, qui est souvent plus réductionniste. Donc, c'est ce que fait Nova maintenant avec des tests en population réelle, en épidémiologie. Ça pourra, peut-être, il y aura des études chez le RH, etc. Et nous, les 3V, l'enjeu maintenant, c'est notamment surtout d'en tester la faisabilité, c'est-à-dire quels pourraient être les impacts de tendre vers un régime 3V à une plus grande échelle, et puis aussi, surtout, l'acceptabilité, la faisabilité. Parce que si vous voulez, par exemple, en France, on consomme en gros 40% de calories animales par jour et 40% de calories ultra-transformées. Donc, dans la règle des 3V, on est plutôt à 15%. Donc, ça veut dire réduire de 25%. Donc, c'est pas facile. Donc, il y a un problème sans doute de faisabilité. Et donc, l'idée n'est pas de dire aux gens il faut aller à 15% parce que ça n'a pas de sens à court terme. Donc, ce serait plutôt maintenant d'identifier des leviers pour rendre opérationnelles ces règles génériques au niveau sociétal. Parce qu'en France, par exemple, nos traditions culinaires sont énormément basées sur les produits animaux. Dans les terroirs, en Auvergne, dans les pays montagnards, sur les côtes françaises. Donc c'est vrai que c'est pas facile de réduire sa consommation de produits animaux, et ça n'est pas facile non plus de réduire les ultra-transformés qui sont notamment conçus, optimisés pour avoir des propriétés sensorielles optimum. Voilà, donc ça c'est vraiment l'enjeu, c'est maintenant d'étudier la faisabilité de ce régime 3V et dans le cadre de systèmes alimentaires durables. Voilà, c'est ça maintenant les recherches auxquelles on réfléchit et qu'on souhaite mener.